Merci de nous choisir pour vous informer dans cette émission de ce jour. Nous abordons avec notre invité ce thème, l'épidémie s'accélère selon les informations de l'OMS et certaines statistiques dressées ça et là. Notre invité, docteur Tilalou Tagba Pelei, elle est bien sûr médecin de santé publique. Bonsoir docteur et merci d'être là. Merci à vous aussi. À l'heure où nous parlons sur ce plateau, si vous êtes demandé de faire une petite analyse d'abord, on va partir du Togo sur le continent africain avant de se retrouver dans le monde entier. Comment se présente d'abord la maladie sur le plan national en matière de chiffres? Sur le plan national, à ce jour, nous avons au total 689 cas confirmés, Oui. dont 15 décès. Nous avons enregistré 15 décès. Et dans la journée d'hier, nous avons eu 9 cas, dont 4 voyageurs et puis 4 personnes contacts et un cas suspect. C'est ce qui a été enregistré dans la journée d'hier. Donc, nous avons aussi enregistré 17 nouvelles personnes qui sont guéries de la COVID-19 au Togo. Et quand on essaie un peu de jeter un coup d'œil sur ces chiffres-là que vous avez présentés, celles-là, est-ce qu'on peut dire que ça augmente vraiment, la courbe est ascendante? La courbe, elle n'est pas stable. Il y a des pics et puis elle n'est pas stable. Bon, je pense que ces derniers temps, on a enregistré beaucoup plus de cas chez les personnes, les voyageurs et les personnes contacts. Oui. Il y a eu moins de cas de suspects enregistrés dans la communauté. Donc, je pense que ça doit être dû du fait que des Togolais ont été rapatriés des autres pays, nos compatriotes qui sont restés coincés en début de l'épidémie, de la pandémie dans les autres pays et qui ont été rapatriés. C'est eux qui ont... On parlait de 92 personnes togolaises, récemment. Qui ont regagné le pays tout récemment. Oui, 92 qui ont regagné le pays. C'est dans ce qu'on a trouvé 4 personnes ou ces nombres-là n'ont pas encore été examinés? Oui, non, c'est parmi ces personnes-là qu'on a trouvé les 4 personnes. Alors, sur le continent, ça c'est le cas du Togo qu'on venait à peine d'évoquer. Sur le continent, est-ce que la maladie vraiment fait rage dans certains pays quand on essaie un peu d'analyser ce qui se passe de l'autre côté du continent, hors du continent et sur le continent? Et la tendance, ça fait vraiment rage? La tendance, les chiffres sont un peu à la hausse. Nous avons le mois passé enregistré plus de 60% des cas qui ont été enregistrés sont des cas du mois passé. Oui. Je pense que cela serait dû probablement au déconfinement, disons, à la reprise des activités dans les autres pays, en Europe et autres. Et en Afrique aussi, beaucoup de pays ont un peu, par rapport aux mesures prises, ils ont un peu allégé leurs mesures. Je pense que ça fait accélérer un peu ce nombre de cas confirmés de Covid qui évolue dans le temps. Sur le continent, on parle beaucoup plus de l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie et puis le Nigeria. C'est des pays où il y a assez de monde. La population, ils ont une grande population et puis il y a une proximité. Donc, je pense que ça s'explique. Il y a, je pense, prends l'Afrique du Sud où il y a aussi la précarité. C'est difficile quand même de faire un confinement dans ces pays, étant donné que en Afrique, nous vivons au jour le jour.
Nous ne pouvons pas vraiment dire que on va procéder de la même manière que les pays européens. Donc, oui. Est-ce que c'est à cause de la situation sociale ou le maillage comme ça se fait dans d'autres pays? Quand on prend par exemple l'Allemagne qui fait des tests au jour le jour en grand nombre, est-ce que c'est pas peut-être le test qui n'a pas été vraiment fait dans certaines zones du continent qui fait qu'on a comme impression que la maladie n'a pas évolué, mais peut-être que les gens ont la maladie, mais c'est caché, comme on n'a pas encore fait les tests, c'est caché, on ne sait pas encore. C'est possible. Les tests ne se font pas, disons, c'est pas systématique. Nous ne faisons pas de tests systématiques, tout comme au Togo, nous n'avons pas fait de tests systématiques. Nous c'est des cas suspects, c'est-à-dire les personnes qui présentent certaines pathologies qui ont certaines pathologies qui vont se présenter devant les équipes pour faire le test. C'est par rapport à ces personnes-là qu'on peut dire oui, tu es positif ou bien tu es négatif. Et puis en plus, c'est des personnes contacts aux personnes confirmées aussi que nous, on suit. Il y a aussi... Bon, chaque pays a sa particularité, ses dispositions. Les dispositions prises par chaque pays diffèrent d'une situation à une autre. L'OMS nous donne des directives par rapport aux mesures de prévention, mais chaque pays est autonome, a son autonomie pour pouvoir adopter telle ou telle mesure de prévention. De prévention. Alors, dans le monde aujourd'hui, les États-Unis, en ces dernières 24 heures, on parle de plus de 60 000 de cas contaminés enregistrés. On parle également de Venezuela, du Brésil. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Je pense que les chiffres au niveau des États-Unis, de l'Amérique, si on prend comment les choses ont évolué en Europe, je pense que c'est pratiquement similaire. Lorsque, au début de l'épidémie, en Chine, les autres pays observaient la Chine, tout en pensant qu'on n'allait jamais avoir des cas chez nous. Et on a minimisé beaucoup de recommandations. Donc, c'est ce qui explique que la situation s'empire au jour le jour au niveau de ces... Les premiers responsables n'ont pas directement réagi comme on l'a fait au Togo. Ce n'est pas la même réaction qu'on a eues. Je prends les États-Unis, n'ont pas eu les mêmes réactions qu'on a eues au Togo. Même s'ils n'ont pas quand même réagi d'une façon spontanée, oui, les infrastructures sanitaires que disposent ces pays-là vont quand même jouer un grand rôle en matière de prise en charge dans cette lutte contre la maladie à coronavirus. Je pense qu'avant d'aller au niveau de la prise en charge, oui, il faut faire la prévention, d'autant plus que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de remède, disons, un médicament contre la COVID-19. Donc, les seuls moyens qu'on dispose, c'est les mesures de prévention, qui sont tout ce qu'on a cité, le port de masque, la distanciation physique et sociale, et le lavage régulier des mains. Nous n'avons pas... même si le pays a des moyens, beaucoup de moyens, est-ce que ce pays pourra faire face à cette grande population qui sera, supposons si c'est toute la population qui est contaminée, est-ce que ce pays pourra vraiment faire face à cette pandémie? Est-ce que ce pays pourra contenir? Je me rappelle en Europe, lorsque c'était arrivé, je pense que il y a des malades qui étaient échangés d'une région à une autre, oui, pour pouvoir soigner ces malades-là. Donc, je me demande, même si le pays dispose de moyens efficaces, disons, de moyens pour la prise en charge, est-ce qu'ils pourront vraiment contenir ces cas?
Alors, quand on prend par exemple les États-Unis, on sait que c'est un État, un continent. On est pratiquement une cinquantaine d'États, hein, Oui. si je ne me trompe. Est-ce qu'il y a lieu de s'alarmer vraiment? On prend seulement l'État de Californie, par exemple, Oui. New York, Floride et ses consorts. C'est quand même des grands États, hein, qui regorgent quand même une grande densité humaine. Quand on essaie de comparer, est-ce qu'il y a lieu vraiment de comparer d'abord ce qui se passe aux États-Unis par rapport à certains pays, par exemple, ou ce qui se passe au Togo? Je pense qu'il faut prendre aussi les chiffres par rapport à disons, à la population, effectivement. Lorsqu'on dit au Togo, il y a 200 personnes, disons, je prends un exemple, 200 personnes, disons, qui sont contaminées, c'est par rapport à quelle population? Sur cette base-là, on pourra comparer d'un pays à un autre. Mais prendre les chiffres comme cela et comparer, c'est un tout petit peu... Dans les statistiques, la situation du Togo, ce qui est souvent fait maintenant, c'est par rapport, les tests effectués, on dit 4,32 tests pour 1000 habitants. Pour 1000 habitants. 1000 habitants. Est-ce à dire que si on fait le même test pour 1000 habitants, par exemple à Floride, ça va dépasser que ce qui se passe au Togo? Oui, forcément, ou bien... Pour 1000 habitants. Oui, c'est possible. Ça puisse dépasser. Si on prend les chiffres, étant donné le nombre de cas, donc c'est un calcul qu'il faut qu'on fasse. Donc nous allons prendre le nombre de cas par rapport à la population et on trouvera le chiffre et on pourra comparer. Oui. Comme ça, on pourra le faire. Oui. Parfait. Nous allons essayer maintenant d'analyser d'une façon beaucoup plus objective. Aujourd'hui, on parle aussi de la contamination dans les airs de cette maladie à coronavirus. On a comme l'impression qu'on est face à une maladie un peu, je ne sais pas, c'est coqueluche ou bien tuberculose. Est-ce que c'est vraiment fondé ou bien c'est des rumeurs qui circulent ça et là? Jusqu'alors, nous n'avons pas, disons... ce qui a été prouvé, c'est que ce n'est pas une contamination, disons, aérienne, disons. La contamination n'est pas aérienne, c'est pas fait par voie aérienne. Si c'est ça, ça veut dire que les particules restent suspendues. Le virus reste dans des particules qui sont suspendues dans l'air et que tout le monde pourra... Mais c'est ce qu'ils nous font comprendre aujourd'hui, certains spécialistes. Quelle que soit la situation, je pense que le respect des mesures barrières nous protégera de cette maladie. Le port de masque, même si le virus est transmis par voie aérienne. Mais pour le moment, c'est une nouvelle pathologie, c'est une nouvelle maladie. Les études sont en cours, les recherches sont en cours et nous verrons bien. Si c'est le cas, on saura comment il faut faire aussi pour pouvoir éviter la maladie. Les mesures de prévention nous seront dictées aussi par les comités scientifiques qui sont à pied d'œuvre. Parlant justement des mesures barrières, c'est-à-dire que dans les pays qui ont de forts taux de cas contaminés, il n'y a pas vraiment le respect de ces gestes-là, de ces mesures barrières-là, ou comment? Je disais tantôt que l'OMS dicte, disons, propose des schémas, mais c'est à chaque pays de voir quelles dispositions il prend. Depuis le début de la pandémie, certains pays ont adopté le confinement, mais le Togo ne l'a pas fait. Donc, ça dépend du contexte, disons, de la politique du pays. Au Togo et dans certains pays, on a rendu obligatoire le port de masque. Ce n'est pas le cas, je pense. Si j'ai bien mémoire, ce n'est pas le cas dans les autres pays. Donc, c'est normal que la maladie puisse se propager rapidement. On a confiné dans d'autres pays. Quand on prend par exemple la France, on a confiné. En Italie, on a confiné. Espagne, on a confiné. Mais il y a toujours ce fort taux de cas contaminés enregistrés. Oui, dans les autres pays, on a
confinés, bien sûr, mais les chiffres qui nous dictaient, c'était des chiffres des personnes qui étaient malades, disons, hospitalisées en urgence. C'était ces chiffres qu'on a. C'est maintenant, c'est après le déconfinement qu'ils ont adopté des mesures pour, comme nous le faisons ici au Togo, pour rechercher les cas contacts, suivre les personnes contacts, et dépister les personnes suspectes et tout ça là. Donc c'est maintenant qu'on a vraiment, on peut avoir les bons chiffres, disons, les chiffres au complet, quoi, si je peux me le permettre de le dire ainsi. Les chiffres au complet dans tout son ensemble. Oui, dans tout son ensemble. Puisque tout ce qu'on déclarait, c'était des personnes hospitalisées. On n'avait pas les chiffres concernant les personnes suspectes ou bien, disons, les personnes confirmées, ceux qui ont certains malaises, qui se présentaient spontanément dans les hôpitaux pour se faire dépister. Est-ce qu'on ne peut pas dire que dans nos pays, la maladie est un peu cachée dans les communautés, on n'a pas encore une dans maîtrise leur pays, bien sûr. Non, dans leur pays ainsi que dans chez leur nous. Pays, ainsi, chez nous. Pas forcément au Togo, mais dans les pays africains. Dans les pays africains, bon, c'est ce que je disais, que je dis que je peux me permettre de dire ce qui se passe au Togo parce que je vis au Togo. Oui. Les mesures qui sont prises, c'est caché, pas totalement, mais les mesures qui sont prises nous permettent quand même de dire qu'on est en train. On pourra, si tout le monde respecte les mesures qu'on a mises en place, on pourra contenir la pandémie. Étant donné que des dispositions sont prises aussi pour dépister systématiquement tous ceux qui rentrent au Togo. Là, je vais parler de ceux qui rentrent par voie légale. Et ceux qui ne rentrent... Oui, là, je peux me permettre d'avoir peur parce que je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Oui. Là, c'est tout. Sinon, le reste, jusqu'à présent, tout ce qui a été fait jusqu'au fin fond du village, mon frère qui est là-bas sait ce qu'on appelle coronavirus. Il sait comment se protéger. Il sait ce qu'il faut faire lorsque on a des signes. Oui. Et donc, il sait que si son frère arrive et qu'il ne se fait pas dépister, il faut qu'il le dénonce aux autorités locales pour qu'on puisse lui faire le dépistage pour se protéger et protéger toutes les personnes qui sont autour de lui. Ça, c'est ce qui est officiel, hein, mais il y a toujours des gens... C'est ce que j'ai dit. Dans les pays, si nous laissons peut-être le continent africain de côté, on va dans les pays dits évolués, développés, il y a de ces tests-là qui se font d'une façon systématique. On voit dans les recoins des villes, on demande aux gens de serrer, on fait le prélèvement, même au volant, on fait des prélèvements aux gens. Est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que ça a quand même évolué en matière, bien sûr, de dépistage, prise en charge, tout ça là, mais ça ne va pas toujours. Peut-être que donc on parle également de la température, de la position de ces pays-là sur le globe aussi, joue en leur défaveur. Oui, bon, on peut dire ça. Ce qui est récemment dit, c'est par rapport au soleil, que le soleil aurait... Oui, mais bon, mais en Afrique... En Afrique sur... je pense que c'est un nouveau virus, je l'ai dit, je le répète. Les recherches sont en cours pour voir son comportement à l'égard de l'environnement dans lequel on vit. Si je prends l'exemple de la pénicilline, on l'a découvert, ça fait un bon moment. Donc c'est parce que des recherches ont été faites pendant longtemps. Et en attendant qu'on puisse trouver un remède, qu'on puisse trouver vraiment comment ce virus-là se comporte et tout ça là, je pense qu'il faut du temps. Il faut du temps parce que
globalement, quand je prends les virus, il n'y a pas de médicaments contre les virus. Mais il y a des médicaments, si c'est une infection bactérienne, il y a des antibiotiques qui peuvent vraiment, qu'on peut utiliser pour lutter contre les infections bactériennes. Mais quand je prends les virus, c'est difficile. Et donc, il faut étudier l'animal, disons, le microbe. Il faut voir comment il se comporte. Tout ça là dans la perspective de pouvoir l'anéantir ou bien empêcher qu'il puisse évoluer. Parfait. On sait également qu'aujourd'hui, on cite souvent le Togo, on dit dans la sous-région, le Togo et le Niger sont les bons élèves. Mais quand on analyse un peu les chiffres au Togo, on n'a pas quand même atteint 700 cas confirmés, hein, non? Mais pourquoi toute cette panique autour? Or, dans d'autres pays, on est à plus de 1000, 2000 cas contaminés, mais on ouvre les frontières, les lieux de culte, les écoles, dans tout son ensemble. Effectivement, quand tu regardes nos chiffres par rapport à notre population, on n'a pas assez de cas confirmés. Je pense que c'est raison pour laquelle on n'a pas procédé à un dépistage systématique aussi de tout le monde. Mais il faut rester sur ses gardes. Il faut rester sur ses gardes. C'est ce qui explique le renforcement de la surveillance au Togo. Nos autorités ont pris des mesures globales, comme l'indique l'OMS. Les mesures doivent être prises dans sa globalité pour pouvoir interrompre la transmission, disons, la circulation de ce virus-là. Donc, il va falloir que nous continuions le combat. Nous continuons par surveiller ceux qui entrent. Si on sait qu'à l'intérieur, c'est un peu plus serein, donc il faut regarder, il faut veiller à ce que ceux qui rentrent ne permettent pas ce que la maladie reprenne de plus belle et que nous ne puissions pas faire face, étant donné les moyens limités du pays. Faire comme les pays européens ou bien l'Amérique, attendre que les malades soient aussi nombreux pour faire la prise en charge. Je pense que nous ne sommes pas là par rapport à notre pays qui est un pays en voie de développement. Les moyens étant limités, l'État a pris sur lui de vraiment mettre l'accent sur la prévention. Donc, justement, parlant bien sûr de cette maladie à coronavirus, plusieurs mesures ont été prises après le discours du chef de l'État à la nation. C'était le 1er avril dernier, pour pouvoir mieux contenir le mal dans tout son ensemble. On a vu l'allègement qui se fait étape par étape. Et le dernier en date, c'est surtout pour les lieux de culte. Et il y a certaines normes qui ont été carrément imposées. Et cette question-là revient. Est-ce qu'on n'est pas tenté de dire qu'on assistera à des célébrations clandestines, celles-là, qui vont encore faire flamber les chiffres, que de peut-être demander à ces leaders religieux d'ouvrir les lieux de culte, tout en imposant d'une façon catégorique et systématique les mesures barrières, lavage de mains, distanciation, port de masque et autres là, pour pouvoir quand même mieux surveiller les choses. Le fait de prendre des mesures pour que les églises n'ouvrent pas systématiquement, je pense que c'est plus prudent comme cela. Il faut être prudent. C'est prudent, hein, même. Oui. Les maisons vont se transformer, bien sûr, en lieu de culte. Les dimanches et autres là. Présentement, tout le monde sait ce que c'est que la maladie, la COVID-19. Si tu restes dans ta chambre, tu peux prier, Dieu va t'écouter. Excusez-moi de le dire. Si on ouvre les églises totalement, vous-même, vous savez ce qui se passe dans nos églises. Il y a certaines églises qui sont pratiquement pleines à craquer. Comment ils peuvent respecter les mesures? Je ne sais pas. Moi, mais je me pose la question de savoir
Présentement, si on ouvre les églises, comment ils vont pouvoir contacter les fidèles pour qu'ils puissent venir en nombre limité? Là, c'est la question qu'on se pose. Peut-être qu'on va revoir les heures de culte. Et vous savez que cette maladie, elle se propage, elle se transmet par rapport au flux que nous transmettons. Oui. Alors que dans l'église, nous chantons. Nous chantons. Et si nous sommes en nombre important. Donc, si on ouvre, je pense que c'est un moyen aussi d'amener nos leaders religieux à limiter les effectifs dans les églises. En demandant ce que en limitant certaines paroisses pour le moment, en début, je pense que c'est plus prudent. Sinon, tout le monde attend. Nous sommes comme des bêtes qu'on a enfermées. Lorsqu'on ouvre la porte en même temps, tout le monde va courir là-bas. Donc, on risque d'avoir une explosion de cas de Covid confirmés. On aura encore les chiffres encore plus... Mais il y a une question qui a été posée sur notre plateforme. C'était l'avant-dernière fois, quand on était dans cette émission, il y a un téléspectateur qui demandait s'il y a réellement une lutte sans la main des dieux. Qu'on a besoin aussi des hommes de Dieu qui doivent être aux aguets, prier, oui. Et pour que l'on puisse mieux venir à bout à cette maladie. Mais quand on leur demande de rester à la maison, est-ce que... on n'a pas de rester à la maison. Et la nuance qui a été faite, c'était quoi? Est-ce qu'on peut demander à un médecin de rester dans sa chambre pour soigner un malade qui a peut-être, ou bien un chirurgien qui veut opérer? Ce n'est pas la même chose. C'est ce que la personne a dit. Ce n'est pas la même chose. Un homme d'église, même s'il n'y a pas, le fidèle, il va faire sa messe. Chaque jour, il doit, en tout cas pour les catholiques, en principe, chaque jour, il doit célébrer sa messe. Donc, je pense qu'ils ont compris eux aussi. C'est juste pour amener nos hommes d'église aussi à prendre conscience de la chose et à aller... Non, il faut quand même dire qu'ils sont vraiment conscients de tout ce qui se passe à travers le monde entier depuis plus de 3, 4, 5, 6 mois bientôt. Mais il y a toujours cette question-là on dit dans tel pays, les lieux de culte ont été... réouvert. Et il faut quand même qu'au Togo aussi, quand on sait que le Togo est considéré comme un grand pays de chrétiens de Dieu, où les célébrations se font pratiquement toute la semaine. Et le dimanche, ça a été toujours un jour de grands cultes et célébrations, ça et là, et on demande aux gens de rester à la maison. C'est ça qui fait parler, qu'il faut peut-être revoir la manière, la méthode ou la stratégie devant aider, servir à ouvrir ces lieux de culte, que de demander peut-être pour les catholiques dans telle zone il faut ouvrir tel nombre de paroisses, et chez nos frères de Assemblée de Dieu, Pentecôte, l'Union musulmane n'a qu'à essayer de voir avec quelle mosquée telle Parfois mosquée. je me pose des questions, je me dis, nous qui prions, qu'est-ce que nous faisons de mal, et puis ce truc-là, ça bat sur nous. Est-ce que vraiment nous prions réellement? Si nous sortons de nos églises et puis nous faisons ce qui... Non, mais puisqu'on dit que le bon Dieu n'est pas magicien, il ne peut pas quand même... ça va peut-être prendre un peu du temps. Ça va prendre du temps. La maladie à coronavirus va prendre peut-être 10 ans, mais avec nos prières, peut-être 1 an, ça va finir. Donc oui, voilà. Nous allons prier tout en respectant les mesures barrières, tout en respectant les consignes. Franchement, je pense que la sensibilisation a été suffisamment faite. Et si elle continue aussi, c'est pour que chaque fidèle aussi puisse savoir comment s'y prendre. Si je vais dans une église, même si on ouvre les églises, je vais dans une église, je dois savoir, je ne dois pas aller comme on va d'habitude à l'église. Je dois avoir mon masque.
et puis ne pas saluer, ne pas, disons, les prêtres, ils ont adopté, quand je regarde sur disons, à TV, France 20, 24. France 2, France 2, oui. France 2, oui, oui, ils ne saluent plus. Oui, Oui, dans les oui. églises Dans l'église, catholiques romaines, les signes de oui, paix, autres là, tout on est ne serre banni. plus la main, Oui, oui. la distance est gardée. Dans plusieurs pays aussi sur le continent. Nous avons foi que Hmm. nos compatriotes vont comprendre la nécessité, les mesures que les autorités sont en train de prendre, que c'est pour leur bien d'aller progressivement. Bon, c'est l'idée que j'ai. Je pense qu'en le faisant, je pense qu'en allant progressivement, on ira sûrement. Pour ne pas avoir des chiffres Oui, en nombre. Hein. oui, oui. Mais dans la foulée, il faut quand même dire que certains hommes de Dieu ont comme principal métier ou boulot prier, sauver, guérir. Quand ils sont à la maison, ou bien on demande s'il faut appartenir à telle association ou bien à tel regroupement avant d'avoir accès à l'ouverture de son lieu de culte. Quand ils sont à la maison, qu'est-ce qu'ils vont manger finalement? Faut-il repenser peut-être à un autre novicie évangile, je ne sais pas, novicie évangile, novicie ou bien je ne sais pas, pour quand même les venir en aide? En tout cas, pour moi, le peu que j'ai étudié, je sais que l'homme d'église, en principe, selon la Bible, ne devait pas travailler. N'est-ce pas? Oui, c'est nous qui devons, disons, apporter de l'aide. C'est-à-dire, c'est nous qui devons nourrir l'église. Oh, oui. Donc, en principe, si les églises sont fermées, ce n'est pas interdit à chaque fidèle d'apporter sa dîme, d'apporter son offrande. Et tu peux quand même aller vers l'homme d'église pour prier avec lui, mais tout en respectant les mesures barrières. On n'a pas empêché cela. Donc, c'est à chacun de nous de savoir qu'est-ce que j'apporte à ma communauté à travers l'église et que je dois faire périodiquement. C'est pas en allant à l'église qu'on doit aller cotiser. Sans les messes aussi, on doit pouvoir apporter son offrande, sa dîme à l'église pour que l'église survive. Est-ce que ça va être possible quand on sait que les lieux sont fermés, aller envoyer les dîmes, oui, quelques aides par Flouz ou bien Timoni, je ne sais pas. Hein, on peut le comment faire. Ça va être fait? On ne va pas quand même voir derrière cette prédication qui consiste à sauver des âmes, transformer en quelque sorte un marché où, bon, voilà, ça va être un peu délicat. Hein? C'est vrai, nous allons à l'église pour prier. Est-ce que... Je pense que les hommes d'église aussi vont aussi faire ce travail pour que chacun puisse faire son devoir. S'acquitter de son devoir. C'est un devoir pour chacun de nous de faire l'offrande à l'église. Quel que soit l'église à laquelle tu appartiens, il va falloir que chacun apporte. Si novicie, si c'est possible, ben c'est tant mieux. Ça ne peut qu'aider l'église à survivre. C'est le moment de mobiliser les moyens pour peut-être repenser à financer ce volet social, novicie, à part les bonnes dames et certains corps de métier qui étaient laissés au carreau, qui ont profité. C'est maintenant les enseignants volontaires et autres là qui ont commencé par bénéficier aussi. Oui. J'ai eu l'information tout récemment. Peut-être on va penser aussi à un genre de truc pour les hommes de Dieu aussi qui sont au fin fond du pays. Tout cela, c'est peut-être pour mieux, pour éviter la contamination à grande échelle à cette maladie, à coronavirus. Mais dans la foulée également, qu'est-ce qui est finalement sorti du test avec Covid Organics, le fameux produit malgache que vous avez eu entre-temps, une cinquantaine de boîtes au CHR, le Commune, enfin au Togo, pour quand même essayer, voir
Quand on nous parle que le Madagascar est en mode confinement. Covid organique, ce n'est pas un produit du Togo. Nous l'avons essayé, nous sommes en train de, nous l'avons essayé, mais si il y a résultat donné, étant donné que nous ne sommes pas les promoteurs, donc c'est au pays qu'on va déverser les résultats. C'est au pays de dire si oui ou non ça a marché ou pas. Ce qui est du Togo, c'est les recherches ont été faites et quatre quatre médicaments ont été identifiés pour passer à l'essai clinique. C'est juste pour renforcer l'immunité. Ce n'est pas encore un médicament qui a été trouvé contre C'est juste COVID. pour renforcer c'est l'immunité, hein, c'est pas pour guérir. Non, ce n'est pas pour guérir le Covid-19. Oui, on se disait, mais c'est pour guérir. Non, non. Sinon, on a déjà commencé par faire la publicité que le Togo a trouvé le fameux produit pour pouvoir... Donc, les tests sont en cours. C'est pour renforcer l'immunité. Et les tests sont en cours. Et puis, bon, d'ici peu, on aura les résultats, comme ils l'ont dit. On attend pour voir ce que ça va donner. On parle aussi de la réouverture des frontières dans l'espace CEDEAO dans les prochains jours. Hein. Est-ce qu'on est à l'abri? Dans tous les cas, on doit y arriver parce qu'on ne peut pas rester cloîtré. La mondialisation, elle est là avec ses conséquences et on doit l'assumer. On doit l'assumer. Sans ça, ce sera difficile au pays de s'en sortir. Il faut une réouverture, mais une réouverture dans le respect des mesures barrières. Je pense que c'est... Étant donné que nous devons vivre avec, vous l'avez dit tantôt, la maladie, nous allons vivre avec pendant longtemps, jusqu'au moment où il y aura peut-être un médicament ou bien un vaccin pour pouvoir faire face au virus en question. Alors, la prise en charge dans les différentes localités du pays, dans les 44 districts sanitaires du pays, dans tout son ensemble, ça va? Tout est au point, OK, aujourd'hui. Il y a des dispositions qui sont en train d'être faites prises, notamment la réhabilitation des bâtiments, certains lieux, pour pouvoir prendre en charge les patients, dont à l'intérieur du pays et puis au CHU Campus. Sinon, toutes les mesures sont prises et puis le personnel aussi est doté du matériel aussi de protection pour la prise en charge des cas. Et au niveau de CHR Lomé, réputé comme le centre de référence de prise en charge au Togo. Le travail continue là-bas. Tous les malades qui ont des symptômes sont référés là-bas pour la prise en charge. Il n'y a plus tellement de mouvements, hein, puisque je passe très souvent par là. Avant, je voyais quand même de loin des gens. Oui. Je me disais... Je pense que comme c'était le début, maintenant c'est rentré dans nos habitudes. C'est décentralisé. Oui, c'est décentralisé. Et puis, chaque zone a son centre de prise en charge. On ne peut plus maintenant déplacer un malade de Dapon jusqu'ici. Là-bas, il y a des médecins qui sont là, affectés à la tâche. Oui. Et partout. Donc, je pense que tout est OK. Et qu'en est-il des tests les tests aussi. Des laboratoires. Oui, le laboratoire au niveau de l'Institut national d'hygiène qui est à Lomé, l'antenne principale. Il y a une antenne secondaire qui a été créée au niveau de Kara. Et au niveau des laboratoires, certains laboratoires des centres hospitaliers universitaires nous ont fait des tests aussi pour les malades qui sont hospitalisés pour pouvoir prendre une décision dans les heures qui suivent, quoi. Oui. Oui, on leur fait les tests au CHUSO ici. Lorsque un malade rentre en même temps, on le fait les tests à travers une autre technique. Dans les différents centres que nous avons au sein du pays, là, oui. On peut faire des tests aux gens comme ça? Oui, oui.
Quand la personne se sent un peu mal à l'aise ou comment Non, c'est par rapport aux malades hospitalisés Oui, dans les CHU, il y a des tests qu'on fait à travers un appareil qu'on appelle le Gène Expert. oui. Là, après 1 heure de temps à peu près, on a les résultats. Mais le système de surveillance est maintenu. Les équipes d'intervention rapide sont maintenues pour les cas suspects où on peut attendre le 24 heures pour avoir les résultats et savoir la conduite à tenir par la suite. Oui. Alors, il y a ce débat-là qui revient très souvent, c'est-à-dire des gens qui ont des moyens, qui veulent faire le test eux-mêmes pour avoir le cœur net si jamais on n'est pas contaminé, on n'a pas contracté cette Ça maladie-là. veut dire que la personne veut faire un dépistage. Un dépistage alors lui-même. que ce n'est pas pour le moment, ce n'est pas... En quoi ça gêne si la personne a les moyens pour faire le dépistage, Le pour protocole se dit faire... pour le moment, si tu veux voyager, Hmm. tu vas aller faire le test. Tu peux faire Quel le genre de test. voyage, enfin, Tu veux sortir aérien? du pays. Oui. Oui, là, tu peux aller faire le test. Pour avoir un document, tu peux présenter. Parce que chaque pays, comme je l'ai dit, a c'est son protocole. Pour avoir le document et pouvoir présenter ça aux agents, afin de te permettre de pouvoir voyager. Mais lorsque tu arrives dans l'autre pays, c'est l'autre pays aussi, tu dois te soumettre à leur protocole aussi. Ça, l'analyse que tu as faite dans ton pays en quittant ne t'exempte pas de suivre, disons, de te soumettre au protocole du pays d'accueil. OK. Oui. Si vous faites par exemple le test au Togo et vous êtes peut-être négatif au test, si vous partez peut-être pour le Bénin, la Côte d'Ivoire, on va vous soumettre encore à de nouveaux tests. Oui, c'est-à-dire que vous quittez le Togo. Vous avez vos résultats. Vous avez le résultat de l'Institut national d'hygiène et vous avez un certificat médical qui atteste que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas Testé positif. testé positif. C'est-à-dire que vous n'êtes pas testé positif à ce jour-là. Ça ne veut pas dire que demain, vous n'allez pas faire la maladie parce qu'on ne connaît pas votre parcours. C'est délicat cette affaire. Ah oui, c'est pourquoi lorsque tu arrives dans un autre pays, le pays d'accueil, il te soumet systématiquement à un auto-confinement ou bien un auto-isolement. En tout cas, ça dépend de la politique de chaque pays. Quand je vais c'est la même chose quand les autres viennent au Togo. Lorsqu'ils arrivent à l'aéroport, immédiatement, ils sont testés et ils restent en confinement pendant 14 jours et puis on suit. On fait le test à la fin pour avoir le cœur net avant de lancer la personne dans la vie active. Donc un petit tour à Plaou peut nous coûter 14 jours de confiné oui. avec la prise en charge qui tourne autour de 500 000. En tout cas, je pense que c'est une bonne décision parce que en dépit des mesures qui ont été prises par le gouvernement, nous continuons par braver ces dispositions pour aller enterrer, participer à un mariage, participer à n'importe quelle cérémonie de l'autre côté de la frontière. Et vous voyez ce que ça coûte à l'État. Donc, je pense que s'il fallait même encore ajouter d'autres dispositions, ce sera... Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des gens qui travaillent à Lomé, qui vivent juste après la frontière du Togo-Ghana à Plaou. Là, c'est des cas particuliers. Et des gens qui également de l'autre côté de Sanvi-Kondi, Hila-Kondi, au nord du pays, c'est pratiquement la même chose. Hein. C'est des cas particuliers qu'il faudrait que... Il faut leur faire établir des attestations ou comment? Justement, les autorités des deux frontières doivent s'entendre pour voir quelles dispositions il faut prendre parce que ce soit du côté togolais ou bien du côté ghanéen, il y a ces va-et-vient. Comment il faut faire pour pouvoir contenir, pour pouvoir alléger les va-et-vient. Je parle des personnes qui quittent. C'est pas
puisqu'il y a des élèves qui viennent fréquenter au Togo, Oui. et d'autres qui fréquentent le Ghana. Je parle de ces personnes-là qui font des va-et-vient. Donc, il va falloir que les deux autorités s'entendent pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir mettre à l'aise la population, étant donné que nos frontières ne sont pas matérialisées par quelque chose, quoi. Oui. Docteur Chilalou Tagba Pelei, nous sommes à la fin de l'émission. On va prendre quelques mots de la fin et puis se séparer pour ce numéro-là. Merci. Je vous remercie et remercie tous ceux qui nous regardent pour le travail. Le Covid-19, la lutte, c'est vous et moi. Nous ne devons pas nous lasser de respecter les mesures barrières. Donc, pour que demain nous puissions vaquer librement nos occupations, nous devons respecter les mesures barrières pour pouvoir endiguer cette pandémie dans notre pays. Merci. Merci beaucoup pour la disponibilité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour un autre numéro.